Welcome to all. Welcome to this first Bienvenue à tous et bienvenue à ce premier séminaire des chaires UNESCO, le premier de la série de 3. Ces 3 séminaires s'intéresseront au futur de l'enseignement supérieur. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous sommes heureux et encouragés de voir la participation importante que notre séminaire a suscité. Il y en a d'autres qui nous rejoignent au fur et à mesure. Bienvenue à toutes les agences responsables de l'éducation qui nous rejoignent. Bienvenue aux chaires, au réseau UniTwin, aux commissions nationales, aux associations d'universités, aux établissements d'enseignement supérieur et aux autres parties prenantes. Bienvenue à ce premier séminaire des chaires UNESCO, dans une première série de 3 consacrés à l'enseignement supérieur. Donc, bienvenue à tous les membres représentants des agences responsables de l'enseignement supérieur. Bienvenue aux chaires UNESCO, au réseau UniTwin, aux commissions nationales, associations d'universités, institutions d'enseignement supérieur et autres partenaires. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier séminaire et nous sommes très encouragés par le nombre d'inscriptions. Je retourne à l'anglais, comme vous le savez, donc on a la traduction simultanée, l'interprétation en anglais et en français. So back to English, for those of you who Donc, de retour en anglais, pour ceux d'entre vous qui connaissaient peut-être un peu moins le programme Chaires UNESCO UniTwin, eh bien, le réseau mondial comprend 850 chaires et réseaux provenant de 120 pays environ. Vous êtes peut-être nombreux à avoir participé en novembre dernier à Paris à la conférence « Transformer la connaissance pour des futurs plus justes et équitables ». Il s'agissait là d'une conférence organisée par les chaires UNESCO pour célébrer donc le 30e anniversaire du programme. Et cela nous a donné l'occasion de jeter un regard en arrière, de voir quelles avaient été les réalisations, le rôle des membres de ce réseau de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, réseau très inspiré par mu par cet esprit de solidarité intellectuelle. Alors, en novembre, nous avons non seulement fait le bilan des 30 dernières années, mais nous avons également fait un petit peu de prospective. Il y a eu beaucoup d'évolutions mondiales ces derniers mois. Il y a bien sûr des crises qui arrivent simultanément, d'où la réaffirmation de la nécessité de réaffirmer ces engagements et de redire que la science, la culture, l'éducation, eh bien, que nous y tenons, que cela fait partie du bien commun et qu'il faut tenir compte également de la diversité des sources de connaissances. Lors de la conférence, nous avons également eh bien, salué l'importance de ce réseau mondial des universités, des chaires universitaires UNESCO. Ce réseau est un réseau d'intelligence collective et de travail transdisciplinaire collectif, un réseau d'échange de connaissances qui permet l'action collective. Je pense que l'esprit qui a marqué la conférence a été le fait de faire disparaître les silos, travailler de manière transdisciplinaire, comme je l'ai dit, dialoguer avec la communauté plus large,
diversifier notre approche des connaissances, notre conduite de la recherche pour encourager plus de recherche appliquée, par exemple, et puis mettre l'accent sur la recherche active qui fasse participer la communauté. Et je pense que tout cela est porteur d'espoir pour les futurs de l'éducation. Et donc, pour démarrer notre premier séminaire des chaires UNESCO aujourd'hui, eh bien, sachez que cette idée a eu pour origine la conférence en novembre dernier. Les coprésidents de la communauté de l'UNESCO, Rajesh Tandon et Bud Hall, co-titulaires de la chaire, en coopération avec certains d'entre vous et d'autres, ont mis en avant cette idée d'une série de séminaires, les premiers devant se concentrer sur les contributions les plus importantes dans le domaine de l'enseignement supérieur et de son avenir. Je repasse en français. Continuer et conclure. Donc, bienvenue à ce premier séminaire consacré à la feuille de route qui était proposée lors de la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur en mai dernier à Barcelone. Feuille de route intitulée Au-delà des limites, de nouvelles façons de réinventer l'enseignement supérieur. Donc, our first seminar today devoted to notre premier séminaire aujourd'hui se consacre à cette feuille de route sur l'enseignement supérieur qui a été proposée lors de la conférence sur l'enseignement supérieur à Barcelone en mai dernier. Feuille de route intitulée « Au-delà des limites, de nouvelles façons de réinventer l'enseignement supérieur ». Merci à tous, merci aux collègues de la section de l'enseignement supérieur. Merci pour l'animation de ce séminaire. Nous avons des orateurs très intéressants, Jamil Salmi, César Guadalupe et José Luis Guzman. Et j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à ma collègue de la section de l'enseignement supérieur à l'UNESCO, Andrea Detmer-Latour, qui va donc animer cette séance. Merci beaucoup et bien j'attends beaucoup du dialogue qui va s'ouvrir. À vous, Andrea. Merci beaucoup, Sobri. Merci de m'avoir invité à assurer l'animation de ce panel. C'est un honneur. Bonjour et bienvenue à tous, où que vous soyez. Vous représentez beaucoup de pays et donc bienvenue à ce premier séminaire des chaires UNESCO. J'ai des diapos à partager avec vous. Et j'aimerais tout d'abord souligner que nous avons des interprètes. Vous pouvez avoir la traduction simultanée en français ou en anglais. Voici comment le faire. Le webinaire va également être enregistré en version française et anglaise pour le bénéfice de ceux qui ne peuvent pas être présents avec nous. Et surtout, nous souhaitons que cette séance soit interactive et donc n'hésitez pas à poser des questions, à partager avec nous vos réflexions, vos questions par le biais de la fonction chat ou conversation pendant le séminaire. Donc, aujourd'hui, comme Sobi l'a dit, nous nous concentrons sur la feuille de route pour l'enseignement supérieur, au-delà des limites de nouvelles façons de réinventer l'enseignement supérieur, feuille de route qui a été proposée en mai dernier lors de la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, le WHEC. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'élaboration de cette feuille de route et le jalon d'aujourd'hui. Cette feuille de route a été élaborée de manière participative par le biais de consultations. Plusieurs initiatives ont été prises. D'abord, l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2030 pour l'éducation et le nouveau contrat social proposé par les futurs, dans le cadre du rapport sur les futurs de l'éducation à l'horizon 2050. Nous avons également inclus les conclusion du rapport intitulé « Des actions fondées sur la connaissance transformer l'enseignement supérieur pour la durabilité mondiale ». Eh bien, trois des rapporteurs, trois des experts sont présents aujourd'hui. Le groupe d'experts techniques a ensuite synthétisé toute cette idée pour
en faire cette feuille de route qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un document évolutif qui vise à encourager la réflexion, la discussion au niveau mondial et mettre en œuvre des transformations majeures permettant de réinventer l'enseignement supérieur. La conférence elle-même a été extrêmement enrichissante. Il y a eu beaucoup de dialogues et de discussions, faisant intervenir plus de 10 000 participants, soit en présentiel, soit en ligne, 115 séances et 250 produits de connaissances qui sont encore disponibles dans notre collection numérique. Je pense que le lien vous est partagé en ce moment. Et devant cette abondance de matériaux qui est ressortie de la conférence, il nous a paru nécessaire d'enrichir le document qui a servi de base à la conférence. Et donc, nous sommes en phase d'enrichissement de la feuille de route à l'aide de pratiques et d'idées qui ont été partagées avant, pendant et après la conférence par tous les acteurs et partenaires. Donc, vous êtes invités à participer à ce processus. Il y a un appel ouvert à contribution. Vous avez le lien qui se trouve là également dans la boîte chat. Cet appel est ouvert jusqu'au 15 février. N'hésitez pas à partager vos contributions en anglais, français ou en espagnol. Cela, plus l'analyse des séances de discussion et des documents utilisés dans le cadre de la conférence, nous allons adapter et enrichir la feuille de route qui sera publiée cette année. Donc, très brièvement, quelques mots sur les principes et la structure du document lui-même. Nous prenons compte de 6 principes. D'abord, inclusion, équité, pluralisme. Principe numéro 2, liberté et participation académique. Troisièmement, investigation, pensée critique, créativité. Quatrième principe, intégrité éthique. Et cinquième, engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale, sans oublier le sixième, l'excellence en matière de recherche. Donc, toutes les approches permettant de résoudre ces défis sont évoquées dans la feuille de route. Le document lui-même est structuré en 5 axes. D'abord, l'évolution du paysage mondial et du paysage de l'enseignement supérieur. Ensuite, nous partageons la vision de l'UNESCO par rapport à l'enseignement supérieur, pour ensuite citer les 6 principes que je viens de mentionner. Ensuite, nous citons 6 défis qui, à notre avis, doivent être surmontés dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et ensuite, nous proposons 8 perspectives, 8 approches nous permettant d'avancer. Aujourd'hui, nous avons 3 des auteurs qui ont rédigé la feuille de route et qui sont là pour nous livrer leurs réflexions. Donc, j'ai l'honneur de les présenter. Nous avons tout d'abord Jamil Salmi, qui est expert mondial en enseignement supérieur et professeur émérite en matière de politique de l'enseignement à l'Université Diego Portales au Chili. Ces 5 dernières années, il a apporté beaucoup de conseils stratégiques au gouvernement et aux dirigeants dans le secteur de l'enseignement supérieur dans 105 pays. Il est ancien coordonnateur de l'enseignement supérieur à la Banque mondiale, membre clé du groupe d'experts techniques soutenant la préparation de la 3e conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur et l'un des co-auteurs de l'équipe qui a préparé la feuille de route pour l'enseignement supérieur. Nous avons également avec nous, avec grand plaisir, M. César Guadalupe, qui est docteur en éducation, doctorat de l'Université de Sussex et professeur auprès de l'Université del Pacífico au Pérou. Et auparavant, il a été président du Conseil national péruvien pour l'éducation, mais est responsable de l'UNESCO. Il a également fait partie des auteurs du rapport que j'ai mentionné. Et avec nous, nous avons également José Luis Guzmán, qui est conseiller de l'UNESCO, anciennement vice-ministre de l'Éducation et a été perdu pendant quelques secondes. Ancien membre du Conseil centra-américain d'accréditation d'enseignement supérieur, il est titulaire d'une maîtrise en éducation de l'Université de l'Iowa aux États-Unis et des diplômes de la Harvard Kennedy School of Government et de l'Université ibéro-américaine du Mexique. Et donc, j'ai le grand plaisir maintenant de donner la parole à M. Jamil Salmi, qui sera le premier intervenant, expert. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous.
pour débuter cette session sur la feuille de route issue de la 3e conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur, j'aborderai brièvement 3 domaines. D'abord, quelques mots sur l'environnement mondial dans lequel les systèmes et les établissements d'enseignement supérieur fonctionnent. Ensuite, je dirai quelques mots sur les principaux défis et les perturbations auxquelles l'enseignement supérieur est confronté. Et puis, j'évoquerai les principes de base qui viennent d'être réaffirmés cités par Andrea, réaffirmés par la communauté de l'enseignement supérieur lors de la conférence mondiale. Avec la nouvelle année, vous savez que janvier, généralement, est un mois qui est consacré à la célébration et à l'optimisme. Et en ce début d'année 2023, je ne suis cependant pas certain qu'il y ait grand-chose à célébrer, qu'il y ait beaucoup de raisons de se réjouir parce que notre planète, hélas, n'est pas un lieu des plus heureux, ne nous donne pas raison d'être optimistes. En effet, nous vivons une série de crises graves dans les domaines sanitaires, social, économique, politique, environnemental et énergétique. Tout d'abord, nous souffrons encore des conséquences de la terrible pandémie qui s'est acharnée sur la planète à partir de janvier 2020. Je réfléchissais justement, je me disais qu'il est ironique, il est contradictoire quand même de voir que le pays qui compte le plus grand nombre de victimes de la COVID-19, ce sont les États-Unis, avec plus de 1,2 million de décès à ce jour. Ce même pays qui est censé posséder les meilleures universités au monde et avoir vu le plus grand nombre de lauréats du prix Nobel de médecine. Pays après pays, nous constatons un découplage total entre le recours aux preuves scientifiques, le corpus de preuves scientifiques qui est énorme, et leur intégration dans une politique de santé publique. Et on voit que la politique s'immisce dans les bonnes stratégies. Et deuxièmement, le changement climatique et la perte de biodiversité sont devenus la plus grande menace pour l'avenir de la planète et pour nous, êtres humains. Malgré les avertissements répétés, la sensibilisation accrue faite depuis les années 80, de nombreux pays et leurs citoyens continuent de faire comme si de rien n'était et de croire que les combustibles fossiles existent en abondance et ce, sans limite. En conséquence, nous sommes confrontés à des événements extrêmes tels que des vagues de chaleur, des périodes de froid, des sécheresses, des incendies de forêt, des inondations, des avalanches et le rehaussement du niveau de la mer. Le Pakistan, par exemple, pendant un mois, a vu un tiers de son territoire et ses universités, ses écoles, bien sûr, être totalement inondées. Et le changement climatique est également à l'origine de migrations forcées, d'une baisse de la production alimentaire, de l'insécurité en approvisionnement en eau, de la mise en danger des services écosystémiques indispensables à la vie et l'augmentation des disparités sociales. Et troisièmement, avec des guerres qui durent. En 2020, on a enregistré 56 conflits armés, sans oublier l'invasion criminelle de l'Ukraine commise par la Russie en 2022. Avec toutes ces guerres, notre monde est devenu un lieu de moins en moins sûr, de plus en plus dangereux ces 10 dernières années. Et nous sommes également confrontés à une augmentation des inégalités de revenus et un déclin général, un recul général de la démocratie. Outre ces menaces extérieures, le monde de l'enseignement supérieur est également confronté à des bouleversements majeurs. Le développement s'est fait au prix de disparités, de divergences persistantes, à creuser les fossés. Cela a caractérisé l'enseignement supérieur au cours des dernières décennies. Et malgré le développement spectaculaire qui s'est produit dans de nombreuses régions de la planète au cours des dernières décennies, bien de graves fossés en matière de niveau d'inscription persistent, notamment en Afrique subsaharienne où le taux d'inscription à l'école moyen n'est que de 10%. Dans d'autres pays, on a 60 à 70%. Et donc, on voit que dans de nombreux pays, encore aujourd'hui, les étudiants issus de groupes traditionnellement sous-représentés ont toujours moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur, d'obtenir un diplôme et de trouver leur place sur le marché du travail.
L'internationalisation est une deuxième source de perturbation. La mondialisation, la baisse des coûts de communication et de transport et l'ouverture des frontières politiques jusqu'à au moins la pandémie, ensemble ont facilité les déplacements d'élèves et de membres du corps enseignant et ont renforcé les collaborations internationales, ce qui est une tendance positive, mais aussi la concurrence, la compétition des talents entre pays. Par ailleurs, dans la définition de leur programme futur, les établissements d'enseignement supérieur doivent tenir compte de la transformation considérable du marché du travail aujourd'hui à l'ère du numérique, à la suite de la 4e révolution industrielle. Ceci signifie des changements majeurs dans l'ensemble des compétences et des qualifications nécessaires pour réussir dans ce nouvel environnement de travail. Les pays sont en train de mener leur transition numérique et écologique et les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés à de grands défis. Comment préparer les élèves pour des emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui? Ce qui signifie que l'on va voir de plus en plus que l'on va se concentrer sur des compétences générales nécessaires pour un apprentissage tout au long de la vie et un emploi tout au long de la vie. Après, l'on a maintenant des technologies avancées qui sont disponibles dans les pays, dans les établissements d'enseignement supérieur et qui ont accès à du haut débit fiable. Mais un grand nombre de pays et de groupes au sein de ces pays sont contraints en raison de la fracture numérique. Cependant, je voudrais souligner 4 évolutions positives. Tout d'abord, la multiplication de modes en ligne hybrides et souples de fourniture de savoir, et ça inclut les MOOCs. Ensuite, l'apparition de nouvelles formes de diplômes, y compris les microcrédits. Troisièmement, l'utilisation croissante de la science ouverte, du big data et des ressources éducatives libres. Et enfin, l'augmentation et le renforcement de l'utilisation de l'analyse et des données d'analyse pour identifier les élèves en risque et pour permettre de les aider. Alors, il faut encore voir ce que va donner l'utilisation de l'intelligence artificielle sous forme de ChatGPT et autres plateformes. Est-ce que ce sera une bénédiction ou une malédiction pour l'enseignement supérieur? Mais ce que nous souhaitons dire, c'est que ces technologies vont durer. Elles sont là maintenant bien ancrées et nous devons apprendre à les utiliser au mieux et les comprendre comme une amélioration plutôt que comme une menace. Les établissements d'enseignement supérieur qui nous aident dans l'accomplissement des ODD doivent être guidés par 4 principes et on doit leur rappeler qu'elles doivent jouer un rôle important au-delà de leur mission traditionnelle de programmes éducatifs de qualité, de programmes pertinents. D'abord, il faut renforcer les efforts pour augmenter l'inclusion, en particulier dans les universités d'élite qui très souvent se préoccupent davantage de leur position dans le classement national ou international que de la fourniture d'un accès équitable aux opportunités pour leurs étudiants. Deuxièmement, la poursuite de la vérité est encore plus importante aujourd'hui dans le monde universitaire, dans ce monde de fake news, de désinformation et de théorie du complot. Les établissements d'enseignement supérieur ont une responsabilité toute particulière d'apprendre à distinguer le vrai du faux et de l'application des connaissances à la résolution de problèmes dans la vie. La réflexion critique, la pensée critique et la recherche de la vérité doit être au cœur de tous les programmes
éducatif. Troisièmement, l'enseignement universitaire doit mettre l'accent sur les valeurs d'éthique et les comportements éthiques pour promouvoir l'honnêteté, la tolérance et la solidarité. Et ça va bien au-delà d'un simple cours obligatoire pour tous les élèves sur les pratiques éthiques. Les valeurs positives doivent imprégner l'ensemble des programmes académiques et faire partie intégrante de la culture universitaire, de la culture institutionnelle des universités pour préparer non seulement d'excellents professionnels, mais aussi des agents d'une responsabilité sociale, des personnes qui seront là pour défendre la durabilité et des citoyens qui rechercheront activement la justice sociale. Enfin, les établissements d'enseignement supérieur doivent contribuer de façon active à construire un monde plus durable grâce à leurs programmes éducatifs, leurs projets de recherche et leur implication au sein des communautés locales, nationales, régionales et mondiales. Ceci est au centre du développement d'une économie verte, d'une économie circulaire qui est indispensable pour atténuer les conséquences négatives du changement climatique. Les universités qui travaillent en particulier dans le domaine de la recherche doivent trouver le bon équilibre entre une recherche fondamentale qui est nécessaire pour des avancées scientifiques innovantes et aussi la mise en place de recherche appliquée afin de résoudre des problèmes de la vie réelle et afin de résoudre les défis locaux et mondiaux qui s'inscrivent dans les 17 ODD. Et je me retourne maintenant vers mes estimés collègues qui nous diront quels sont les éléments principaux de la feuille de route. Merci beaucoup, Jamil, pour ces réflexions très intéressantes. Moi, je voudrais souligner pour l'ensemble des participants que vos questions, commentaires, réflexions sont vivement appréciées. Vous pouvez les dans le chat de ce webinaire. Et j'invite maintenant notre deuxième intervenant, César Guadalupe. César, vous avez la parole, je vous en prie. Merci beaucoup, Andrea, pour cette introduction. Merci de me donner l'opportunité d'échanger quelques réflexions sur la feuille de route. Bonjour à tous, où que vous soyez de par le monde. J'espère que notre nos séminaires dans cette série de séminaires seront très productifs pour vraiment lancer la discussion pour enrichir la feuille de route que nous avons présentée à la conférence de l'année dernière. Sur la base de ce que Jamil nous a dit, qui a brossé finalement le paysage dans lequel se situe aujourd'hui l'enseignement supérieur, il est clair qu'une conférence organisée, menée par l'UNESCO pourra traiter de ces différents éléments dans une perspective particulière, la vision de l'UNESCO pour l'éducation générale et pour l'enseignement supérieur en particulier. Donc, une fois que l'on a brossé un petit peu la toile de fond, qu'on a vu quel était le paysage général où s'inscrivait tout cela, eh bien, il faut en revenir à la mission principale de l'UNESCO dans l'éducation. En fonction de nos principes, en fonction du paysage actuel, qu'est-ce que l'on peut faire pour réinventer un petit peu l'enseignement supérieur dans les années à venir? Alors, je voudrais d'abord brièvement résumer ce que nous avons dans ce document et qui présente la vision de l'UNESCO, à savoir les droits humains fondamentaux qui doivent être respectés dans l'ensemble du cycle de vie. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qui doit être enseigné dans l'éducation de base. C'est quelque chose qui s'adresse à tous et qui est beaucoup plus complexe que simplement s'adresser à certains qui vont suivre l'éducation fondamentale de base et qui ensuite arrivent sur le marché du travail. Et c'est très important pour une raison tout particulièrement je voudrais mettre en exergue. Parfois, l'on voit l'éducation comme une façon de mettre en place une plus grande productivité, développement économique, renforcement de la démocratie. Enfin bon, il y a un certain nombre d'objectifs. Mais l'éducation, ce n'est pas simplement un moyen pour atteindre une fin. C'est parfois une fin en soi qui s'inscrit dans cette idée que l'éducation, c'est finalement cultiver et enrichir notre humanité. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue dans nos discussions. Alors, sur cette base,
Bien évidemment, l'UNESCO regarde dans l'enseignement supérieur, finalement, 3 missions: produire des connaissances, éduquer à la responsabilité, éduquer les personnes et éduquer à la responsabilité sociale. Et comment les institutions d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mieux servir la société. Donc, c'est là les points principaux qu'il faut aborder et que l'UNESCO aborde dans cette question et qui ont été décrits par Jamil. Mais il faut aussi reconnaître que les établissements d'enseignement supérieur sont aussi des établissements. Donc, il faut regarder l'expérience des personnes dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, pas simplement en fonction des programmes qu'ils ont suivis, pas simplement en fonction des cours qu'ils ont suivis, mais aussi en termes de vie institutionnelle qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que l'on n'apprend pas seulement dans les livres et dans les cours, l'on apprend de son expérience dans la vie. Et si les établissements sont organisés d'une certaine façon, eh bien, ça va favoriser certains types d'apprentissage qui sont nécessaires pour construire des citoyens qui vont renforcer les valeurs démocratiques. Et donc, il ne s'agit pas simplement des programmes scolaires, des programmes universitaires et la façon dont on organise les services que l'on apporte, c'est aussi une question de vivre soi-même cette expérience. Donc, ça, c'est principalement les points que je souhaitais mentionner dans cette partie avant de passer aux autres parties. Donc, on a ces principes, on a ces vues, cette vision, on a ce paysage général et le document sur cette base suggère que les établissements d'enseignement supérieur doivent s'engager, s'impliquer dans un processus de réinvention d'eux-mêmes sur différentes questions qu'il faut traiter très sérieusement. D'abord, il faut s'assurer que l'enseignement supérieur est bien financé et qu'il est durable et qu'il est accessible. Jamil a déjà mentionné les problèmes liés à l'équité dans l'accès à l'enseignement supérieur et ça, c'est pas un problème secondaire. Mais quand on parle des droits humains, l'équité est vraiment un élément central des droits, de nos droits universels. Donc, l'enseignement supérieur doit être vu également à l'aune de l'équité. Ce n'est pas quelque chose qui viendra après, ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute après coup. Ensuite, il y a la question des ressources éducative avec l'expérience holistique d'épanouissement, pas simplement de former des professionnels pour le marché du travail. Bien sûr, c'est une partie importante de ce que l'on fait, mais ce n'est pas la seule chose que l'on fait. Nous, on éduque les personnes et cela signifie qu'il faut regarder ce que cela signifie en général. Dans le cadre de nos disciplines particulières, dans le cadre de nos pratiques et traditions professionnelles qui doivent être configurées de telle ou telle façon, avec donc des activités qui seront importantes pour notre vie entière dans l'économie et aussi sur le marché du travail. En outre, et en lien avec cela, une autre question qu'il est très important de discuter dans ce contexte aujourd'hui et qui est suggérée par la feuille de route, c'est qu'il faut considérer que l'enseignement supérieur se situe dans une sorte de continuité d'apprentissage tout au long de la vie. Et l'on voit que les choses changent aujourd'hui. Les gens viennent dans l'enseignement supérieur juste après leurs études secondaires, mais parfois reviennent encore après, et encore après, à différents moments de leur vie. Et il faut apporter ce continuum avec des possibilités de certification, de microcrédit, etc. Et donc, ça signifie que pour ceux qui sont dans des programmes de licence ou qui veulent un premier certificat ou un premier diplôme après le baccalauréat, il faut regarder avec attention le type d'équilibre auquel on peut parvenir entre la spécialisation professionnelle et une expérience plus générale en termes de formation générale, en termes d'être en mesure de lancer un dialogue et une coopération avec d'autres, ce qui signifie donc une ouverture
ouverture, interdisciplinarité, transdisciplinarité et également dialogue interculturel. Et ça, c'est quelque chose qui sera tout à fait fondamental dans les autres séminaires qui auront lieu par la suite. Mais c'est important véritablement de trouver le bon équilibre au bon âge. Parfois, bon, moi je suis professeur d'université, parfois on a le sentiment de trop mettre l'accent sur une spécialisation plutôt que sur quelque chose de très général. On se dit que peut-être on devrait voir les choses un petit peu différemment et enseigner différemment pour permettre à nos étudiants de travailler sur des scénarios complexes qui nécessitent habituellement de l'interdisciplinarité et la coopération venant de différentes perspectives. Troisième chose que j'ai déjà mentionnée, c'est cette idée de l'apprentissage tout au long de la vie. Comment est-ce que l'enseignement supérieur correspond effectivement à cette approche? Comment est-ce qu'il peut offrir des opportunités tout au long du cycle de vie? Et enfin, il y a, je crois, des choses qui sont tout à fait intégrées dans le rapport. D'une part, la diversité des programmes et des orientations avec les discussions avec les professeurs et le monde académique de l'enseignement supérieur. Alors, le travail académique, c'est aussi une profession. Et souvent, on a cette division pour des raisons historiques dont on pourrait discuter. Mais dans le monde universitaire, et moi je le dis parce que je suis un universitaire, j'ai aussi cette activité professionnelle qui n'est pas nécessairement mieux ou plus valorisable que d'autres activités. Et là aussi, il faut regarder un meilleur lien entre l'aspect académique et l'aspect professionnel. Donc, regarder le lien entre la formation académique et la formation professionnelle dans nos établissements. Et ceci est lié à la diversité d'organisation, diversité de programmes, diversité de la façon dont on va apporter ces connaissances. Jamil a également mentionné effectivement ces expériences modulaires, les microcrédits que les élèves pourraient gagner par opposition à des programmes qui durent 3, 4, 5 ans. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Ça permet une diversité de la façon dont on fait les choses et il faut trouver le bon équilibre dans nos propres établissements, voir ce où l'on est particulièrement bon et aussi l'équilibre en termes de respect, valeur et intégration dans un système commun, tout ce qui peut être apporté par l'enseignement supérieur. Dans un grand nombre de régions du monde, l'enseignement supérieur n'est pas nécessairement intégré, mais en tout cas, il y a des voix qui ne se parlent pas en quelque sorte. Il y a des domaines qui ne se parlent pas, et avec des orientations différentes, l'impossibilité d'avoir des passerelles pour passer d'un domaine à l'autre, et puis aussi parfois la répétition d'un certain nombre de choses. Donc, ces derniers sujets, les deux derniers sujets dans cette partie-là de la feuille de route, me semble-t-il, sont importants. Il faut y repenser pour voir ce que chaque établissement peut faire, mais aussi qu'est-ce que cela signifie que d'avoir un système intégré d'enseignement supérieur qui s'intègre aussi dans le système éducatif dans son ensemble, avec la possibilité donc ainsi de jouer son rôle de responsable, de garantir un droit à l'éducation dans l'ensemble du cycle de vie de la personne. Donc voilà ce que je souhaitais partager et je redonne la parole à Andrea. Merci beaucoup. Merci pour ces réflexions très riches et très utiles. Je vous rappelle que le chat est ouvert et nous vous invitons à y mettre vos réflexions et aux questions et les questions que vous avez peut-être pour les membres de notre panel. Et je donne maintenant la parole à José Luis Guzmán. Merci, José Luis, d'être avec nous. Merci, Andrea. Merci à nos collègues Jamil et César. Et je me réfère, moi, à la section 5 du rapport de l'UNESCO sur 2030 et au-delà. Donc, on essaye de repenser les ODD, y compris l'ODD 4, bien évidemment, aussi. Et là, maintenant, on est à 7 ans seulement de la date de 2030. Nous avons vu, bien sûr, des progrès dans le domaine de l'enseignement supérieur sur l'ODD 4. Comment est-ce qu'on continue à aller de l'avant?
Je crois que la feuille de route, ce n'est pas une recette pour naviguer vers 2030. Ce serait une erreur. Au contraire, je crois que la feuille de route nous donne des critères qui peuvent informer, guider nos réflexions et nos actions. Et au-delà, qu'est-ce que ça signifie? Dans le contexte de la feuille de route, cela signifie au moins 2050, c'est-à-dire le jalon dans le cadre du rapport sur les futurs de l'éducation lancé en septembre dernier et confirmé par le sommet. De plus, la feuille de route nous donne un cadre pratique et fondamental permettant de refonder l'enseignement supérieur dans une période d'un quart de siècle. Alors, la feuille de route nous propose plusieurs perspectives. D'abord, la fixation d'objectifs ambitieux pour suivre attentivement les progrès accomplis. Alors d'abord, est-ce que ces objectifs sont assez ambitieux? Est-ce que le suivi est assez attentif? Il y a des objectifs en lien avec l'ODD 4. D'abord, amélioration de l'accès à tous les programmes d'enseignement supérieur, y compris donc des programmes ciblés. Il y a également des objectifs concernant le développement de compétences concernant l'entrepreneuriat ou l'inclusion sociale. Est-ce que l'on peut enrichir ces objectifs, ces cibles ou les modifier? Peut-être les remanier en intégrant des questions telles que la science ouverte, l'interdisciplinarité, comme on l'a dit, la gouvernance responsable, la contribution à l'atteinte des ODD, l'enseignement, l'apprentissage souple et ainsi de suite. Comme on le sait, définir des cibles, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir suivre nos progrès, les progrès accomplis dans leur réalisation. Et la feuille de route s'y réfère de plusieurs manières. Deuxième approche, maintenir nos efforts en matière d'assurance qualité et d'amélioration continue dans le domaine de l'enseignement supérieur. En effet, l'assurance qualité est tout à fait essentielle pour les systèmes d'enseignement supérieur et les établissements. Il y a déjà de nombre de mécanismes au niveau national, régional, voire international sur la qualité de l'enseignement supérieur. Est-ce que nous devons maintenir ce statu quo? Toute plateforme ou outil doit être sensible aux scénarios et aux évolutions à l'extérieur de l'enseignement supérieur. Si on n'en tient pas compte, les systèmes d'assurance qualité doivent tenir compte des divers modes d'apprentissage, de l'excellence basée sur la collaboration, la responsabilité sociale, donc des éléments transversaux, l'éthique et l'apprentissage, y compris les méthodes en ligne ou hybrides, et ainsi de suite. Troisièmement, la promotion de parcours d'apprentissage flexibles, de la reconnaissance de la mobilité et de l'internationalisation. Des modes d'apprentissage linéaires doivent appartenir au passé. Au contraire, les nouvelles tendances en matière d'enseignement supérieur invitent à la flexibilité tout en satisfaisant aux intérêts des apprenants et de la société. La reconnaissance des compétences doit satisfaire à des trajectoires d'apprentissage souple, étant donné le monde dynamique dans lequel nous vivons. Et dans ce cadre, il est bon de voir qu'après un long processus, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur entrera en vigueur le 5 mars de cette année. Quatrième approche permettant de naviguer vers 2030 et au-delà passe par la recherche et l'innovation en matière d'enseignement supérieur associée au développement des capacités. Nous avons besoin de bonnes connaissances sur les systèmes et les institutions d'enseignement supérieur. La recherche concernant l'enseignement supérieur doit être développée, approfondie surtout dans l'hémisphère sud. Et d'ailleurs, la feuille de route parle de l'opportunité pour les chaires UNESCO. Il y a des financements mondiaux qui permettent plus de collaboration entre équipes internationales de chercheurs. Des initiatives privées peuvent également promouvoir des initiatives de recherche permettant d'approfondir les connaissances et les pratiques en matière d'enseignement supérieur. Je n'ai
de manière générale, la feuille de route identifie les communautés de recherche qui peuvent s'intéresser à la science ouverte, mais il y aura un séminaire spécifique là-dessus. Autre approche, encourager la production, la diffusion et l'utilisation renouvelée de données de l'enseignement supérieur. En ligne avec ce que je viens d'être dit, la collecte d'informations comparables au niveau international est très utile. Il y a des processus de collecte et de diffusion de données, mais la disponibilité de données n'est pas la même partout. Tous les États membres n'ont pas toujours accès aux mêmes données. De plus, les données qui existent sont parfois parcellaires. Non seulement y a-t-il des données manquantes, il faut aller plus loin, il faut et également recueillir des données sur de nouvelles tendances, les nouvelles pratiques en matière d'enseignement supérieur. Il y aurait par exemple le suivi de l'apprentissage flexible qui doit être prévu, l'identification de qualifications et de micro-qualifications et la mobilité internationale, l'accès ouvert aux données, la désagrégation des données, la valeur de la blockchain et ainsi de suite. Une sixième approche consiste en des conversations et des collaborations mondiales sur l'enseignement supérieur. Nous devons parler ensemble, partager nos réflexions, nos pratiques et nos réflexions sur des améliorations possibles. Tout agenda sur l'enseignement supérieur nécessite un dialogue tous azimuts entre tous partenaires, même s'il y a des points de vue différents. Les parties prenantes doivent établir des passerelles sans oublier les trois priorités. D'abord, le dialogue international. Nous devons faciliter la conversation, notamment entre l'hémisphère sud et nord. Dialogue entre sud-nord, nord-sud, est, ouest, ouest, est, entre communautés d'enseignants, secteur privé, autorité publique, avec l'objectif primordial qui est que l'éducation devienne un bien commun mondial. Enfin, dernière approche, renforcer la coopération internationale au service d'objectifs communs. Il faut éviter les silos, l'isolement, le manque de cohérence, les doublons, surtout lorsque les besoins sont si importants et les ressources se raréfient. C'est un point important dont l'agenda devra tenir compte. En outre, la collaboration est essentielle pour les établissements et les réseaux d'enseignement supérieur afin de tirer le meilleur parti des connaissances et des pratiques au niveau mondial. Les plateformes en ligne nous donnent l'occasion de renforcer les liens internationaux, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, il faut aussi continuer à soutenir ces initiatives internationales. Enfin, je crois que la feuille de route souligne trois approches. Il y en a bien sûr d'autres que nous tirons de nos propres expériences. La feuille de route donne un peu un calendrier d'événements qui doivent avoir lieu dans les années à venir. Si nous voulons vraiment que nos institutions et nos systèmes opèrent des changements concrets dans ces années qui suivent, il nous faut pas seulement une feuille de route, mais des feuilles de route pour une région, même à l'échelle d'un établissement d'enseignement particulier. Les établissements d'enseignement supérieur sont très divers et diversifiés, ainsi que leur public. Les défis qui se posent aux sociétés locales le sont aussi, tout comme le sont les partenariats possibles. J'aimerais enfin citer la DG Éducation, Stefania Giannini, dans son préambule à la feuille de route, elle dit que, vu la montée des défis qui menacent notre avenir, nous avons besoin d'un saut quantique par lequel l'enseignement permettra de créer un monde plus juste, durable et participatif. Merci beaucoup pour vos observations.
Il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Continuez à partager vos réflexions. Alors, on exprime beaucoup de remerciements pour les intervenants et leurs allocutions. Donc, des remerciements pour Jamil, José Luis et César. Alors, un premier tour de questions pour Jamil. Comment pensez-vous que nous pourrions accélérer notre travail en faveur de l'inclusion, notamment dans un contexte où le niveau d'inscription dans l'enseignement supérieur augmente, mais il y a des difficultés. Vous avez partagé des chiffres qui montrent qu'il y a creusement des inégalités dans le monde. Donc, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous avez pu observer ça et là dans le monde et qui permettent vraiment de progresser vers plus d'équité? Merci, c'est très important. Effectivement, il ne peut y avoir démocratie et justice sociale sans équité. Mais on assiste également à une grande perte de talent lorsque tous ces jeunes intelligents avec des moyens intellectuels ne peuvent pas avoir accès à l'enseignement supérieur. Donc, il y a des choses à faire. D'abord, commencer avant l'enseignement supérieur, c'est-à-dire tout ce qui mène à l'enseignement, à commencer par la maternelle. C'est dès ce stade qu'il peut y avoir des pertes de parcours et que les gens finissent par ne pas être sur les rails pour l'enseignement supérieur. Et puis, il y a également les politiques et les interventions publiques. J'ai réalisé une étude il y a quelques années sur ce que pensent les gouvernements dans le monde de l'équité et comment ils la traitent. Alors, en théorie, sur papier, tout le monde est en faveur de l'équité. Personne ne fait défaut, mais lorsque vous regardez de plus près pour voir s'il y a des objectifs chiffrés concrets en matière d'équité, pour améliorer l'équité en matière d'éducation, eh bien là, il n'y a plus personne au rendez-vous. Donc, il faut veiller à lever tous les obstacles financiers afin que chaque personne qui serait qualifiée pour un accès à l'enseignement supérieur ait la possibilité de s'inscrire. Donc, soutien financier, mais il y a également beaucoup d'aspects non financiers. Bonne information, bonne préparation, bonne motivation. Donc, les pouvoirs publics doivent encourager les programmes d'information, d'orientation, de motivation. Il y a certains pays qui ont intégré ces aspects dans leur programme de financement. L'Australie est pionnière en la matière. En Autriche, il y a beaucoup d'incitations à l'égalité entre les sexes et c'est inscrit dans leur budget. L'assurance qualité aussi, de plus en plus, repose sur des critères qui comprennent l'équité. Donc, qualité plus équité pour le processus d'accréditation. Et il faut ensuite compléter cela par des interventions à l'échelle de l'établissement. L'établissement doit avoir un plan pour l'équité. Ça doit se traduire dans leur hiérarchie. Un certain nombre d'établissements ont nommé un vice-recteur ou vice-chancelier responsable de l'équité. Donc, équilibre entre mesures financières et non financières afin que toute personne qui souhaite accéder à l'enseignement supérieur ne soit pas obligée d'abandonner par manque de moyens. C'est terrible parce que c'est un peu gaspiller les investissements qu'on fait en enseignement supérieur. Si les gens n'arrivent pas à y accéder, c'est terrible également au niveau personnel pour ceux qui n'arrivent pas à compléter leur cursus. Merci beaucoup, Jamil, d'avoir partagé avec nous ces mesures concrètes qui peuvent être prises en faveur de l'intégrité, de l'inclusion et de l'équité. César, vous avez parlé du besoin d'avoir des systèmes plus intégrés et qu'on assiste à une diversification des programmes, mais où il existe toujours un découplage entre le discours académique et ce qu'on voit dans la pratique. Donc, comment, à votre avis, pouvons-nous évoluer vers des systèmes plus intégrés
où on peut tirer parti de ces trajectoires d'apprentissage plus souples et puis de cet apprentissage tout au long de la vie. Alors, la réponse à cette question dépend pour beaucoup du contexte où l'on se trouve. Il existe diverses traditions, divers types de réglementations qui peuvent permettre l'avènement d'un système plus intégré. Mais je dirais que, d'une certaine manière, la première étape, c'est déjà de mettre ça sur la table, c'est de voir comment on peut y parvenir dans telle ou telle condition. Et deuxième point que j'aimerais souligner, il nous appartient de comprendre, et c'est peut-être d'ailleurs le point de départ de la réflexion, nous devons comprendre que l'organisation traditionnelle de l'éducation primaire, secondaire, supérieure, sans plus, ne correspond plus à nos besoins. Nous devons penser déjà au pré-primaire et ensuite à tout ce qui va nous accompagner tout au long de la vie. Donc, étant donné toute cette arc temporel, il faut à ce moment-là réétudier le rôle de l'enseignement supérieur. Comment répondre aux besoins en éducation de tout un chacun à différents jalons de la vie. Et cette question posée, tout de suite, la réponse qui est donnée, c'est celle de la flexibilité, parce qu'on ne peut pas satisfaire aux besoins différents des différentes personnes d'une seule façon avec une solution à l'emporte-pièce. Et donc, cela plaide en faveur d'un système flexible. Cela étant dit, il faut éviter que cette flexibilité ne produise elle-même des silos. Donc, il faut absolument que tout ça s'inscrive dans un système plus cohérent et non pas en compartiments qui opèrent en vase clos. Donc, tout dépend bien sûr du contexte, de la réglementation, du contexte particulier, mais tout cela doit se faire dans le cadre ou dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie. Merci beaucoup, César, pour cette question et merci d'avoir souligné la nécessité qu'il y a de tenir compte de la diversité des contextes. Donc, on parle des défis à l'échelle mondiale, bien sûr. Néanmoins, au sein de chaque pays, région, institution, il y a des défis particuliers. José Luis, une question, je sais d'ailleurs que c'est une réflexion que vous menez dans le cadre de votre travail. Voici la question. Comment peut-on progresser dans le domaine de l'actualisation des données dans ce contexte de flexibilité, d'évolution très rapide? Donc, comment est-ce que l'on peut travailler de manière dynamique dans ce contexte? Eh bien, oui, c'est là un scénario assez complexe. D'un côté, on peut bien sûr collecter et accumuler des données au niveau local, mais il nous faut des données également à l'échelle mondiale. Donc, quand on passe du local au mondial, afin de pouvoir comparer des données et avoir des outils pour les comparer, donc avoir ces outils, eh bien, c'est là que se pose le défi. Il existe déjà plusieurs systèmes, on collecte des données depuis de nombreuses années déjà. Et puis, il y a la réflexion sur la manière dont on utilise les données. Parfois, on a des données, on ne s'en sert pas, et donc on a un gros volume de données, mais on n'arrive pas à les visualiser, on n'arrive pas à les exploiter, donc c'est perdu en quelque sorte. Donc, je crois que nous devons faire au mieux avec ce dont nous disposons, mais encore une fois, il y a aussi des lacunes dans les données. Et donc, on ne peut réaliser des tendances ou des comparaisons. Donc,
faut-il recueillir de nouveaux types de données? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas fermer la porte. Oui, il faut l'envisager parce que l'enseignement supérieur est en évolution constante. Et puis, il faut se fixer des objectifs spécifiques et particuliers d'ici à 2050. Ils sont d'ailleurs inscrits dans l'agenda. Donc, il faut profiter de cette occasion pour réviser, revoir les données que l'on recueille afin qu'on ait un corpus plus cohérent, qu'on puisse exploiter et donc ça doit se faire au niveau des institutions, des établissements, mais également au niveau local. Si les données recueillies au niveau local sont de bonne qualité et sont intégrées à un système mondial global, alors on aura un corpus de bonne qualité avec quoi faire quelque chose. Mais il faut qu'il y ait cette discussion sur le type de variables et de données collectées dans le cadre de l'apprentissage flexible, des divers cadres institutionnels, etc. Donc, les experts dans ce domaine, eux, devraient se réunir afin d'analyser cette double perspective, faire du mieux que l'on peut avec ce dont on dispose en termes de données et, d'autre part, recueillir ou réfléchir à de nouvelles variables, exploiter les données d'une nouvelle manière pour concevoir de nouveaux programmes, par exemple, ou améliorer l'enseignement supérieur de manière globale. Merci. Votre micro n'est plus actif. Oui, merci. Oui, merci d'avoir partagé cette réflexion sur ce travail à différents niveaux et en collaboration. Donc, je voudrais vous remercier tous d'avoir posé un certain nombre de questions dans le chat. Certains partagent également des documents. La Banque Roberta a partagé de la Banque mondiale également le rapport. Merci à tous les collègues. Et donc, je voudrais maintenant inviter certains des participants qui ont posé des questions dans le chat à intervenir. Je commence par Suzanne. Et vous avez partagé la question de la diversification des programmes et le fait qu'il est nécessaire de mieux intégrer les visions entre le monde universitaire et la société. Donc, je vous en prie. Merci beaucoup de me donner la parole. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? On ne vous entend plus. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci pour cette discussion très riche. Ce que je voulais dire sur ce qui a été dit par le premier intervenant, c'est que les chaires de l'UNESCO encouragent d'ores et déjà les interactions entre les politiques, les universités et la société. Et donc ça doit vraiment être à la base du travail des chaires de l'UNESCO, parce que lorsque l'on applique cela dans un environnement universitaire, déjà, ça vous oblige à diversifier les programmes parce que vous apportez la perspective des communautés dans les universités, ce qui n'est pas habituel en Afrique en tout cas. Donc, ça permet une diversification dès le départ. Et avec nos chaires, l'on essaye de faire entrer en quelque sorte le patrimoine culturel dans les couloirs des universités, de façon à ce que les praticiens puissent être proches des apprenants qui sont loin du contexte culturel et qui ne peuvent pas en fait pratiquer leur culture avec les praticiens. Donc ça, c'est un des objectifs de la chaire UNESCO pour amener les praticiens sur le campus pour motiver les étudiants de façon à ce qu'ils puissent être motivés à aller vers des recherches des choses qui permettent une analyse. Donc, si l'on pouvait reproduire cela, qui se fait aussi dans le cadre du programme UniTwin, si l'on pouvait mettre cela en œuvre de façon pratique, eh bien, on pourrait effectivement diversifier les programmes d'apprentissage.
Mais comme ça a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont l'air très bien sur le papier et je pense qu'il serait intéressant de regarder le document qui reprend le programme de l'UNITWIN, parce que et ensuite on pourrait voir comment est-ce que cela peut motiver les différentes chaires de l'UNESCO dans ce contexte. Oui, merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais inviter Penny Cheng-Gurk, qui est en Australie dans une chaire UNESCO et elle a certaines réflexions intéressantes sur la façon dont on peut préparer les personnes à être non seulement de bons professionnels, mais aussi à être des leaders de changement. Oui, merci beaucoup de me donner la possibilité d'intervenir et de m'intégrer dans cette discussion extraordinaire qui est tout à fait essentielle, me semble-t-il. Et comme cela est dit dans le document, comme ça a été dit par les intervenants, l'enseignement supérieur a une place toute particulière pour justement essayer d'aider à relever les défis gigantesques que nous rencontrons aujourd'hui. Mais ma question, en fait, est plutôt la suivante. Comment est-ce que dans nos différents établissements où nous travaillons, comment est-ce que l'on peut relever le défi qui est que les universités doivent sans arrêt se remettre en question, doivent sans arrêt se repositionner sur la base d'un modèle qui a une base économique. L'interprète est désolé, mais le son est très mauvais avec un effet Larsen qui est un son très toxique. L'interprétation reprendra lorsque le problème technique sera réglé. About these kinds of aspirations for higher education and the reality of the funding mechanisms and systems and the ongoing acceleration towards the marketization of higher education, the commercialization of research, the kind of corporatization of the culture of higher education to be able to meet the challenges that we're talking about here. So I guess it's an open question. It's not something that's easily addressed, but I think that we do need to tackle these contradictions that we have to face in thinking about how we transform higher education in the ways that we are hoping for. Thank you very much, Penny. Does anybody of the speakers want to respond? Merci. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent réagir sur ce point? Oui. L'on essaie de sortir de la pandémie et un grand nombre de dirigeants d'universités sont en train de repenser le rôle de leur université, le rôle multidimensionnel. Parce que les gens veulent revenir à ce qui existait avant, après la pandémie, mais ce ne sera jamais comme avant. Donc, le moment est venu vraiment de réfléchir non seulement au modèle économique, mais aussi au modèle éducatif des différents pays. Parce que les universités se sont souvent focalisées sur les besoins de leur personnel enseignant. Curriculum must be more experiential, more linked to the actual needs of society, the actual conditions. Et là, il s'agit de réfléchir à comment les universités peuvent aussi répondre aux besoins des sociétés. Et ça correspond aussi à ce qui a été dit par Suzanne. Comment combiner la recherche et l'apprentissage sur des problèmes réels afin de mettre en place des méthodes davantage interactives plutôt que de faire un cours devant 500 personnes dans un auditorium. Donc, il faut changer le modèle éducatif et il
faut aussi repenser, comme Penny nous l'a dit, le modèle économique. Si vous regardez la situation de l'Australie, et on le voit d'ailleurs dans d'autres pays, en fait, on voit que l'on a des étudiants internationaux qui subventionnent en quelque sorte les étudiants nationaux. Et est-ce que les gouvernements prennent l'éducation suffisamment au sérieux est-ce qu'ils considèrent que c'est important pour le développement de leur pays? Et si c'est le cas, à ce moment-là, il faut mettre sur la table les ressources, davantage de ressources publiques pour éviter cette situation de marketisation, de commercialisation qui a été mentionnée. Et troisième élément, il faut aussi penser à la résilience. La plupart des universités n'étaient pas prêtes à une grande catastrophe telle que celle que nous avons vécue avec la pandémie. Et donc, il faut intégrer dans le planning, dans l'analyse des risques, etc., et dans la planification, quelque chose qui permet de renforcer les universités pour qu'elles soient résilientes devant les risques. Pandémie, crise climatique, crise sociale, etc. Donc, il y a cet élément qui est de réimaginer le modèle d'éducation, le modèle économique et troisième élément, mettre l'université au cœur de ce nouvel agenda. Merci beaucoup pour cette vue systémique de tout cela. Je voudrais inviter Dedan Vassi à poser une question sur les connaissances autochtones. Adeline, on ne vous entend pas. Adeline, oui, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Merci beaucoup de me permettre d'intervenir. J'apprécie vivement les efforts qui ont été faits, l'organisation de ces séminaires. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions pertinentes pour nos chairs. Dans l'anthropologie de la santé, ce que nous essayons de faire, c'est d'intégrer l'ensemble des connaissances autochtones afin de renforcer les capacités aux sites patrimoine futurs et aussi auprès des détenteurs de connaissances, qui en théorie c'est très bien et on le fait avec des universités interculturelles nationales. Par exemple, nous avons un cours partagé de l'Escuela de Los Sabios, l'école des sages, où l'on travaille avec les guérisseurs autochtones et les anciens. Cependant, aucune politique n'est mise en place et il n'y a pas de processus de facilitation de tout cela, ni du côté du ministère de l'Éducation, ni du côté des exploitants des sites du patrimoine mondial pour nous aider à intégrer des connaissances qui ne sont pas produites de façon formelle. Pour être plus précis, ici, l'on entend des professeurs qui s'expriment de façon et qui ont été éduqués de façon classique, alors que là, on a des connaissances qui, depuis des millénaires, s'expriment, mais pas de façon formelle. Et si l'on ne fait rien aujourd'hui pour intégrer cela dans le cadre d'un renforcement de nos capacités, eh bien, nous allons perdre ces connaissances autochtones. Donc, toute bonne suggestion, toute proposition pourrait nous aider. Quelle politique pourrait être mise en place pour ne pas simplement préserver ces connaissances, mais aussi pour les transmettre aux générations futures? Merci beaucoup. Merci Adine pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un parmi les intervenants souhaite réagir? Ou sinon, on peut prendre d'autres questions et commentaires. Une réaction. Ce que l'on dit dans la feuille de route et dans les documents qu'on va débattre au prochain séminaire, c'est qu'il faut renforcer le dialogue non seulement entre différentes disciplines, mais aussi dans différentes perspectives culturelles. C'est-à-dire que c'est essentiel pour améliorer la façon dont on fait les choses qu'il faut faire pour l'enseignement supérieur. Cela étant dit, il est important
que d'abord on établisse un dialogue sur la base du respect, parce que sans respect, bien évidemment, il n'y a pas de dialogue possible. Et donc, il faut qu'il y ait une relation de nature horizontale entre les participants. Mais ensuite, il faut un certain nombre de règles générales pour régir la discussion en termes d'accréditation qui peuvent définir un certain nombre de limites qui ne sont pas nécessairement faciles à gérer dans ce genre de dialogue parce que les différentes traditions culturelles ne traitent pas des questions de la même façon. Et donc, ça, c'est quelque chose de très difficile. Et je suis pas en train de suggérer qu'il fallait aller dans une direction ou dans une autre. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est qu'il faut d'abord commencer par établir un dialogue, ça c'est clair, sur la base du respect. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait des règles fondamentales pour régir ce dialogue de façon à ce qu'il soit vraiment très interactif, pour éviter le risque que l'on arrive à un certain relativisme et tous les problèmes liés à cela. Donc ça, c'est ce que je souhaitais dire à ce stade. Merci beaucoup. Merci, Jamil. Vous avez des commentaires sur ce point? Oui, je voudrais simplement ajouter que l'UNESCO et l'Université de Bergen en Norvège, avant la conférence mondiale, ont mené une étude sur les liens entre les universités et les ODD. Il y a eu beaucoup de choses, en particulier sur la question des connaissances autochtones et comment mieux les intégrer. Lorsque vous regardez l'expérience des pays qui en ont fait le plus, disons, pour ouvrir des opportunités éducatives pour leur population autochtone. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande, qui a beaucoup travaillé à cet égard. Ils se sont assurés qu'ils mettaient en place des institutions, pas pour, mais avec les communautés autochtones, avec les Maoris, pour s'assurer que ces connaissances autochtones fasse vraiment partie de l'enseignement et de l'apprentissage. Et c'est difficile aussi, effectivement, d'intégrer les connaissances autochtones dans les institutions classiques, en complément à ce qui est fait par ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Ah bah oui, le rapport d'ailleurs a été mis, enfin le lien pour le rapport a été mis dans le chat. Alors, un autre domaine clé est celui de la crise du climat. Il y a pas mal de questions sur ce sujet et je voudrais inviter Valanga Chekansika, désolée de ma prononciation, à partager sa question sur la crise de l'énergie. Bonjour. Oui, on vous entend. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui ont organisé ce séminaire. Ma question porte sur le changement climatique. Et la question d'un engagement sur la question de la durabilité. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que l'on passe du discours à la pratique dans le contexte que nous connaissons? Et en particulier, dans le cadre de ce qui est fait au nord et au sud. Et l'on voit maintenant que dans le cadre de la crise actuelle, les pays du Nord sont en train de revenir aux énergies fossiles. Et au niveau politique, les pays disent, bon, on ne peut pas passer directement à l'énergie verte. Nous voulons continuer d'utiliser les énergies fossiles actuellement pour résoudre les problèmes actuels que nous connaissons. Et après coup, on va se concentrer, après cela, on se concentrera sur les énergies vertes.
Alors, comment est-ce que l'on va positionner l'enseignement supérieur dans cette problématique qui est en fait évidemment éminemment politique? Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez réagir sur ce point? Oui, je peux commencer en prenant un aspect de la question, de ce commentaire, parce qu'il y a au moins deux éléments ici. La question de la durabilité et l'utilisation de l'énergie et qu'est-ce que ça signifie dans le monde. Et puis, l'autre aspect qui est de traduire les mots en pratique. Comment mettre en place les changements? On ne peut pas se contenter de préparer des documents et de les partager. Il faut aussi mettre en place des changements en pratique dans le monde. Et ça, c'est aussi un défi, parce qu'il y a des très belles déclarations qui ont été faites lors de nombreuses conférences dans le monde. Donc, cette feuille de route sur l'enseignement supérieur, comment est-ce qu'on peut véritablement la rendre réelle dans la pratique? Et notre collègue dit que parfois le manque de changement est lié à d'autres intérêts, des intérêts ailleurs que dans le domaine de l'éducation, qui sont liés au modèle économique dont on a parlé précédemment. Donc, est-ce que l'éducation, c'est important? Est-ce que la durabilité, c'est vraiment important? Est-ce que l'être humain, finalement, est si important que ça? Parce que parfois, on se tue les uns les autres. Donc, ça, c'est vraiment un défi pour nous tous dans le monde. Il faut nous demander comment, par petits pas, on peut aller vers l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et pour moi, le mot-clé, pour moi, c'est dialogue, mais aussi créer la confiance, résoudre les conflits. Il y en a, il y a des divergences de points de vue, elles existent. Et donc, une manière positive de gérer le conflit, c'est de comprendre qu'on n'a qu'une seule planète, elle appartient à tout le monde. Il faut résoudre les problèmes, donc, des scientifiques aux politiques. Personne ne doit être exclu, les jeunes notamment. Il ne s'agit pas juste de bénéficiaires, tout le monde doit être acteur. Donc, il faut que toutes les parties prenantes travaillent vraiment ensemble à résoudre les conflits et progresser, aller de l'avant. Merci, José Luis. Et nous avons assez de temps pour prendre une dernière question. Je pense qu'il est assez important de parler de l'égalité des sexes. Et donc, je donne la parole à Baban Davarain, si vous voulez bien poser votre question ou votre réflexion sur l'égalité de genre. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, Baban, allez-y. Bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer. Donc, je pose une question sur l'égalité entre les sexes. Ces jours-ci, on constate que nombre de femmes n'ont pas de droit à l'éducation et notamment à l'enseignement supérieur. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans la feuille de route concernant spécifiquement les femmes, l'accès à l'éducation pour les femmes? Alors, qui souhaite répondre? Jamil. Oui, la question de l'égalité entre les sexes est une composante très importante de la réflexion sur l'équité. Il s'agit de la moitié de la population de la planète, donc c'est vital. J'ai déjà parlé de l'importance de ce qui se passe en amont. Donc, le niveau des inscriptions ne pose plus trop de problèmes dans le monde aujourd'hui, sauf l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Mais dans le reste du monde, on a
égalité en termes de scolarisation. Ailleurs, il y a plus de garçons que de filles. Mais que se passe-t-il après? D'abord, dans les sciences, la technique, l'ingénierie, il y a moins de femmes. En termes de postes d'enseignants, d'autorité, leadership, puis intégration dans le monde du travail. J'ai lu récemment une étude sur l'égalité entre les sexes en Tanzanie et on parlait à des étudiantes en études d'ingénieur et elles savaient que les préjugés culturels les empêcheraient de travailler, d'avoir un métier d'ingénieur et qu'elles devraient se tourner vers la banque ou autre chose. Donc, il faut faire changer les représentations selon lesquelles il y a un certain nombre de professions adéquates pour les femmes, être enseignante, etc. Donc, ça prend de la sensibilisation auprès des écoles, voire les écoles primaires. Ces actions sont très efficaces. Ensuite, il faut bien sûr éliminer les entraves notamment dans le monde universitaire, éviter, faire disparaître les phénomènes de harcèlement, de barrières à l'entrée des établissements d'enseignement supérieur et ensuite faire un plan au niveau des établissements pour l'égalité des chances, égalité des rémunérations, égalité de la représentation dans le monde de la recherche. Merci beaucoup, Jamil et Bhavan également. Merci à vous deux. Il nous reste quelques minutes pour résumer ce séminaire vraiment très, très enrichissant. Nous remercions Zamil, Jamil et César. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience dans l'élaboration de la feuille de route ainsi que sur les politiques et les pratiques en matière d'enseignement supérieur. Merci à tous pour votre participation active. Nous n'avons pas eu assez de questions pour répondre à toutes les questions, prendre tous les sujets, mais tout a été noté, consigné et servira à l'enrichissement de la feuille de route. Je souhaite ardemment que cette conversation continuera. Il y a d'ailleurs 2 autres séminaires prévus dans le cadre de ces séries de séminaires sur l'enseignement supérieur. Le prochain séminaire se tiendra le 15 février à 17h heure de Paris sur la base du rapport que je vous encourage à lire. Il est vraiment essentiel. Le rapport s'intitule Action axée sur la connaissance, transformer l'enseignement supérieur pour un développement durable mondial. Nous vous invitons également à contribuer à la feuille de route en partageant avec nous vos réflexions grâce au lien qui est affiché tout de suite. Donc, séminaire, partage de vos réflexions sur la feuille de route. Et donc, à bientôt dans un mois. Merci encore à tous, chaleureusement. Merci également à ceux qui m'ont rejointe pour animer ce séminaire. Alors, Sobi, est-ce que vous souhaitiez dire quelques derniers mots? Non, je voulais simplement tous vous remercier. Merci à vous d'avoir assuré de l'animation. Merci aux 3 intervenants et à tous les participants. C'est vraiment un exemple qui illustre cet apprentissage en commun et cette co-création. Merci au cher UNESCO, d'où est partie l'idée. Il y a des produits de connaissances, c'est-à-dire des rapports, des analyses, des résultats et procès-verbaux qui vont servir de fondation à ou qui ont servi de point de départ à la feuille de route. Mais grâce à ce séminaire, on a pu avoir des sons de cloche un petit peu différents et des apports, des contributions différentes. Tout cela est très encourageant. On voit tout à fait qu'on a là un espace de partage, de co-création et d'apprentissage en commun. Merci encore, Andrea, pour l'animation. Merci à tous. À bientôt. Fin des services d'interprétation.